Bonjour. Salut. Alors Léo et moi on est prêts et celui qui a le sujet il est pas prêt. Non, c'est vrai. Regarde, il enlève son casque, on entend tout. Ah. Déjà, il aime pas qu'on dise qu'il a un sujet, il aime bien que... Oui c'est vrai. Il dit aime on bien fait ça dans mais la- je drive pas. Il est dans la réaction, 30 secondes, et après il dit « Alors j'ai préparé 19 points. Et à un moment il te coupe la parole et il te dit bon on va déjà remettre un peu je pense de l'ordre dans ce sujet. On va déjà expliquer voilà. Donc j'espère bon que vous allez bien. Comment Oui. ça va, Manuel Jordan ?» Bienvenue dans Speakeasy déjà. On Ah le oui, dit c'est pas vrai. assez souvent. C'est vrai qu'on le dit pas. Hmm. Est-ce qu'ils sont les bienvenus déjà? Bon, toujours C'est peut-être quand pour il ça faut qu'on le dit trinquer. D'ailleurs, on n'a pas trinqué en live encore. On trinque. Ah. On est quand même dans un speakeasy, les gars. Si on peut faire des efforts. C'est vrai. Niveau. Non, ça n'a pas de rapport avec le branding. Ah, on évite un micro qui frotte un casque du côté de Manuel. Il va tout détailler. Donc Manuel a les jambes croisées. Emmanuel nous a donné une mission il y a moins de 24 heures. Regarder un film de 2 heures. Ouais, on a des devoirs en fait. Ah, de fou. Avec Speakeasy, c'est fou. Hier à c'est 16h, j'étais en mode. Quand est-ce que je trouve 2 heures pour Que regarder vous pouvez ça regarder ce film. Bah oui, c'est plus facile si vous l'avez vu, pour en C'est parler. C'est un sujet qui te tient à cœur, Manuel, que t'aimes bien. C'est une marque que j'aime beaucoup. Alors, C'est quel film déjà C'est aussi un sport que t'aimes beaucoup. Enfin, j'ai C'est l'impression un sport que j'aime que t'aimes beaucoup. tout dans cette histoire. C'est un sportif que j'aime beaucoup. Bah voilà. C'était un client que t'aimes beaucoup. C'était un client, c'est vrai. Quand même. Michael Jordan ou Nike? Je tenais pas à le dire, mais évidemment, Bah il a raison. on peut compter. Faut le dire. Moi, sur si sa j'avais une Nike discrétion. comme client, je l'aurais dit. Bah évidemment. C'est un client. Oui, c'est ça. C'est un client depuis de longues années. Et j'ai d'ailleurs mis mes Air Jordan 3 Ah oui. pour tourner cet épisode. Moi C'est aussi, vrai. j'ai mis mes Air Jordan 1. Moi, Bah, j'ai tu mis savais pas que des- c'était des Jordan. Oh, ça c'est la honte. S'il vous plaît. Ça c'est vraiment la honte. Toi, t'as mis une petite paire de Dunklo, très bien. Mais celle que je mets tous les jours en fait. Bah oui, Donc oui, je l'ai mise aussi aujourd'hui. voilà, comme ça, on est dans le thème. Ouais. Bon, vous pouvez récapituler le film qu'on a du coup tous regardé. Donc, on parle du film Air, qui est une adaptation d'un moment de la vie de Nike, au moment où le basket va commencer à arriver dans la vie de l'entreprise Nike, et surtout le moment où ils vont signer Michael Jordan et développer cette ligne de produits spécifiques qui va devenir les Air Jordan, ce qui va changer la vie de l'histoire de l'entreprise. Ouais, j'allais dire, est-ce que c'est le moment phare de l'histoire de l'entreprise? Bah, ça en est. Alors, cette entreprise a eu plein de moments. On peut pas résumer Nike à Jordan, mais Jordan prend une part prédominante quand même dans le line-up produit. Aujourd'hui encore, il y a des jeunes qui portent des Jordan qui ont complètement oublié que c'était un basketteur Ah ouais? C'est vrai. et qui l'ont jamais vu jouer. Ouais. Parce que Ne serait-ce que le logo est devenu complètement iconique. ouais, Il est même sur des maillots de foot maintenant. le jumping man. Oui, c'est bien la preuve qu'il y a une hiérarchie dans ces sports. Je répondrai C'est pas le sujet, à les aucune gars. attaque parce que on est dans un sujet basket, donc on va rester dans le basket, il y a aucun problème. Non, on est dans un sujet business. Et donc, Ben Affleck a adapté ce moment particulier de l'entreprise dans un film qui est disponible sur Amazon, que vous pouvez regarder sur Amazon Prime, avec son pote de toujours qui joue dedans, Matt Damon, qui va jouer le spécialiste du basket chez Nike. Un petit gros, bedonnant, pas vraiment en forme. Et il lui pose quand même Qui, la question de savoir s'il fait du footing. qui est d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué dans le film, c'est drôle, c'est le seul à pas porter de basket. Ouais. Il porte des vieilles chaussures miteuses, une paire de sabbats dégueulasses. Et le seul moment où il les porte, il a la flemme. Enfin, vous verrez le film, c'est très rigolo. Alors, ne parle pas trop des films parce qu'en général tu ruines. Non. Tu spoil tout. Chaque fois que tu nous parles d'un film, c'est je la spoil cata. pas. Et à la fin là, quand Ouais, c'est exactement ça. Et donc après la fin, on peut la spoil en fait, il finit par signer chez Nike Jordan. ouais, bon, ça Ça c'est peut paraître fou, mais ouais, c'est comme la fin de Titanic. Ouais. Tu sais que comme un con pendant le film. t'as cru que c'était Titanic? Non, mais je me suis vraiment dit, oh, pourvu qu'il signe. Ah oui, ah oui. Ah oui, Ah oui, là quand même. on est très loin. Je parce savais que- qu'il allait signer, mais tu sais, le film est tellement. Enfin, Ah, je tu savais quand même. Bah ouais, quand Ah, même. Ah mais Eh, tu t'es fait je un fais peu avoir un quoi. peu, Tu t'es dit peut-être
Le trois quarts du Peut-être temps, que c'est un ça biopic, change. et à la fin, il fait complètement autre chose, en fait. Il arrête le basket. Oh, Enfin, remarque, il l'a fait. Alors, c'est pas une œuvre, on vous le dit tout de suite, enfin, de mon point de vue en tout cas, c'est pas une œuvre cinématographique exceptionnelle. C'est pas un grand moment de cinéma, etc. Par contre, si vous aimez le sport, le basket, l'entrepreneuriat, les sneakers, il y a plein de... La mode en ce moment, c'est la mode des resellers. Hein. Et si vous essayez de comprendre comment on passe d'une entreprise qui a à peu près 20% de part de marché à l'entreprise prédominante de ce secteur aujourd'hui, bah vous aurez les réponses dans ce film. Ouais. Ça se passe dans ce film et on va bien vous le raconter. Et il y a 5 grandes leçons dans ce film, mais je pense qu'il faut planter le décor. On est dans un marché où à ce moment-là, les articles de sport sont vendus par des magasins de sport. Donc c'est limite si tu vas acheter tes articles de camping et en même temps tu t'achètes des produits de sport pour faire du sport. À Decathlon. Qui aux US n'existait pas à l'époque. Decathlon. Il n'y a surtout pas de basket dans... Il y a surtout pas de basket. Ça a dû être long, le film. Dans les vitrines à l'époque. C'est toi qui l'as doublé, non ? Le lifestyle n'existe pas à ce moment-là. Alors, les gens lifestyle qui portent... existe en général, mais le sportswear ne fait pas partie de la mode. Ouais. Okay. C'est-à-dire que tu portes des articles de sport pour faire du sport. Porter des articles de sport au quotidien ne fait pas partie des habitudes. Putain, c'est fou comme ça a changé. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des mecs qui n'ont jamais mis autre chose que des sneakers. Faut savoir, parce qu'on n'a pas mis de caméra pour le podcast, Manuel a un chasuble là tout de suite. Un chasuble ? Oui. Ils font des chasubles chez Ami ? C'est au féminin ? Il me semble, non ? Pardon, Manuel a une chasuble là tout de suite. Et je suis très content qu'il n'y ait que ça que t'aies repris. Ouais. Bon, c'est cette Pas du tout information la est fausse, véracité du propos. mais c'est pas grave. Non, excuse-moi, je porte une chasuble. Donc on est dans cette époque-là. Et donc, j'essaye de planter un décor, ce qui est compliqué avec vous. Avec donc, lui. On est dans cette époque. Bah non, lui, il fait des vannes et toi, tu comprends rien. Donc forcément, c'est pas facile. C'est juste que je zozote et que ça vous fait rire. Mais si, moi je comprends. Et donc, là-dedans, il y a 3 grands players qui sont Nike, Adidas et Converse. Converse n'appartient pas encore à Nike. J'ai appris dans le film que ça avait été racheté par Nike, je savais même pas. Ah, c'est vrai ? Ouais. Si, Converse, c'est Nike. Et Adidas est l'acteur prédominant. Ok ? Ouais. Ce qui est à remarquer, c'est que on est donc sur une marque européenne, puisqu'Adidas c'est allemand, fondé par un mec qui s'appelait Adolf Das, d'ailleurs, je crois, non ? Un truc comme ça. Non, je crois que c'est pas que ça. Je crois qu'il y a... Adolf quelque chose, en fait. Ouais. Bon, enfin, un nazi. Bah non, il coupe pas, c'est non. la vérité en même temps. C'est la vérité. Non, Tu signes avec qui tu veux, mais... non, c'est pas forcément la vérité. Bah c'était le fournisseur officiel, hein, Oui. quand même. Donc Adidas est un acteur prédominant du marché, c'est un acteur européen, c'est un acteur allemand. Et Sony dans le film, qui est le mec qui s'occupe du basketball joué par Matt Damon, parle de ces Allemands avec une moralité à géométrie variable à la sortie de la guerre, on va le dire comme ça, et même pendant la guerre. Et Nike est autour de 20%, ils sont très dominants sur le marché du running. C'est là-dessus qu'ils font leurs revenus, et dans les autres sports, ils sont à la ramasse. Et donc, c'est vachement intéressant de se dire, je suis un player à la ramasse, personne ne veut signer avec moi, je n'existe pas dans la catégorie basket, tout le monde signe avec ou Adidas ou Converse. Les Harlem Globetrotters, qui sont l'équipe qui fait les plus belles démos du basket spectacle de l'époque, est en Converse. Et personne ne veut signer avec Nike. Si tu es un sportif professionnel et que tu joues en Nike, c'est que tu es un loser. En même temps, on le voit dans le film, ils ont une petite enveloppe pour le basket chez Nike à ce moment-là. Oui, évidemment, Nike a voulu se coter en bourse. Phil Knight, le fondateur, joué par Ben Affleck, parle sans arrêt des membres du conseil d'administration, du fait qu'il a beau être le CEO et le fondateur de cette boîte, il rend des comptes sur ses choix stratégiques, sur ses enveloppes budgétaires. Il est vraiment tiraillé avec ce conseil d'administration qui lui demande de justifier chacune de ses décisions. Et en dessous, son pote de toujours, qui l'a vu fonder cette boîte, Sony, ce sélectionneur, dans la catégorie basket, qui lui
poursuit sa passion, qui regarde des films, qui regarde des reportages qui lui sont ramenés sur des joueurs d'université, qui va lui-même dans les universités faire ce qu'on appelle du scouting, donc détecter des jeunes joueurs pour essayer de leur donner des produits Nike et de les faire jouer en Nike. À un moment, quand personne veut tes produits, tu finis par les donner, etc., etc. Et on se rend compte que ce mec est tellement passionné de basket, il connaît tellement le basket qu'il a les bons choix en stock, mais qu'on ne l'écoute pas. D'ailleurs, à un moment, il dit « Je vous avais conseillé de faire un championnat universitaire et de le sponsoriser par Nike pour des raisons économiques, parce que la catégorie basket chez nous ne représente pas assez d'argent, vous avez choisi de ne pas le faire, et au final, c'est nos compétiteurs qui l'ont fait. » Je ne sais plus si c'est Adidas ou Converse, mais c'est l'un des deux qui l'a fait, et c'est évidemment un grand succès qui leur permet de détecter des jeunes joueurs, d'investir dessus, etc. etc. Là, vous rencontrez Manuel passionné, c'est juste pour l'audience qui a pas beaucoup cette chance-là. Il a plus parlé là en 2 minutes. Exceptionnel. Que Là, sur mais les 10 derniers podcasts. là, on boit tes paroles, Manuel. Vas-y à fond. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus difficile dans cette situation, c'est que non seulement le basket est un petit sujet chez Nike à ce moment-là, mais Jordan n'est pas encore un joueur qui a fait ses preuves. Exact. Non, c'est un jeune joueur universitaire qui est dans ses premières années professionnelles. Les gens ne savent pas encore qui il est. Il est surtout Jordan, il n'est pas encore Michael Jordan. Et juste pour une question business, pour avoir ton feedback là-dessus, Manuel, une entreprise aujourd'hui, c'est presque impossible qu'elle soit cotée en bourse, qu'elle ait affaire à un board, une administration et de la finance, et de l'autre côté, qu'elle se réalise de façon créative. En général... on l'a vu. C'est possible, mais c'est risqué. Si tu le prends dans l'histoire d'Apple, ça a coûté sa place à Steve Jobs. C'est pour ça que le board vire Steve parce qu'il prend des décisions que le board ne comprend pas et qui ne répondent pas à une réalité économique immédiate. Et un board d'actionnaires, lui, ce qu'il veut, c'est des éléments logiques avec une visibilité à court terme. C'est d'ailleurs tout le problème des boîtes cotées. J'en ai dirigé une, donc je peux vous en parler. C'est que le cours de ton action dépend de tes résultats de ton prochain trimestre. Donc, ça t'amène à prendre des décisions qui ont un impact rapide, donc des décisions court terme. Or, pour construire une entreprise, il faut savoir regarder loin. Et des fois, il faut prendre des décisions qui n'auront pas de retour sur investissement immédiat. Donc, c'est compliqué. Quand tu es dans une boîte privately held, c'est comment on dit ? Indépendante ? Voilà, détenue par des actionnaires privés, pardon. Tu rends compte à tes associés. Si tes associés ont confiance en toi, te croient, te renouvellent leur confiance régulièrement, etc., tu peux prendre des décisions plus ou moins court, moyen ou long terme, parce que tes associés ne sont pas pressés de cash out, c'est-à-dire de vendre leurs actions pour obtenir leur cash et leur rentabilité sur leur investissement initial. Si tu es détenu par le marché, lui, il n'a pas de sentiment. Ce qu'il veut, c'est de la rentabilité par action au jour le jour, quasiment, pour pouvoir spéculer sur ton titre et se faire des profits. Ouais, donc on comprend mieux le stress de Phil Knight à ce moment-là, quoi. Quel enfer. Donc, tout sauf ce que pourrait faire Léo. Léo, il te dit tais-toi, ça marchera. Je sais pas quand, mais ça marchera. Imagine la création, c'est-à-dire que ton processus d'écriture est relu à chaque fois que tu progresses un petit peu, tu es à 10% d'écriture, par un comité. Tu dis, ah, mais ça fera pas assez de vues, ça. Là, tu changes cette phrase comme ça. Enfer. La phrase est 30% trop longue. D'après nos statistiques. Par rapport à il y a tous 3 les ans. bords parlent comme ça, d'ailleurs. Oui, mais je sais, j'ai vu le film. Pardon ? Non, c'est ça. D'ailleurs, je voulais ajouter que on en parle là très sérieusement, mais c'est un film sérieux, c'est un vrai biopic. Ah ouais. J'ai fait quelques recherches, etc. J'ai lu quelques articles qui disent que le script a été relu par Michael Jordan. Ah ouais. Et il a supervisé les modifications du script, etc. pour que ça corresponde un maximum à la réalité. Bah déjà, 2 choses, si vous aimez Nike et Michael Jordan, regardez à la fois la série Dernière Danse de Michael Jordan, je la trouve incroyable sur Netflix. Et, The Last Dance. Oui, je m'adapte. C'est moins moche. Dernière Danse, c'est une chanson de Kyo, non ? Et le livre de l'histoire de Nike et de Phil Knight est juste génial. Et le film Voilà. dont on parle. Oui, mais il y a quand Comme même ça, des vous avez fait le éléments tour. croustillants dans le livre. Et donc,
Je savais pas que Michael Jordan avait relu et avait été impliqué, mais c'est intéressant de le savoir. D'ailleurs, on fait tomber le mythe tout de suite. Vous ne verrez pas Michael Jordan Non, on le dans voit le film. jamais. Non. Même là, enfin, c'est incroyable. Donc c'est évident, il joue pas dans le film, il peut pas jouer son propre rôle à 18 ou 20 ans, c'est un peu compliqué. C'est surtout que c'est vraiment pas le sujet, un c'est gros vraiment cigare. pas, c'est vraiment pas Michael Jordan. On voit ce qui se passe en interne chez Nike. On voit beaucoup la mère de Michael Jordan parce qu'elle a un rôle prédominant. Son environnement, sa famille. Mais c'est vraiment pas sur l'histoire de Michael Jordan. Et c'est d'autant plus intéressant d'ailleurs. C'est un film de business. Ouais. C'est un film qui va parler de comment on arrive à changer la trajectoire d'une entreprise et comment un mec qui est le loser de la boîte, dans le bureau le plus petit, le plus miteux de tout Nike à Portland, parce que le basket n'est pas important, parce que ça rapporte pas de fric, parce que leur division perd de l'argent tous les ans, parce qu'il est entouré de tous les planqués de chez Nike de l'époque qu'on fout à la division basket parce que on sait pas quoi faire d'eux, ils rapportent pas de fric, etc. Et ben tout ça va devenir le moteur de l'entreprise sur la signature d'un mec qui est effectivement Michael Jordan. Bon, moi je pense à notre petit business, mais il y a quand même un lien affilié pour Amazon Prime évidemment dans la description de ce podcast. Hein. Parce que tu en donnes tu donnes tellement envie de le voir. Oui, on va le mettre. Vraiment, allez le voir le voilà, film. Vraiment, voilà. Tout à l'heure, tu disais que c'était pas une œuvre folle, je trouve pas moi. Et il y a plein de leçons dans ce film. Et là, j'ai noté 5 points. Ok. On aime bien les points dans ce podcast. Là, on a fait un entre-deux. Certains nous disaient oui, j'aime bien 100 points parce que vous parlez plus entre vous. Là, au moins, on a les 2 points. Non, 100 c'est faire les vachement long. Ça va être les gens vont jamais écouter without 100 the points. points ok, in ok. English, Manuel. Putain, tu l'as regardé en VO le film? Vos gueules. Quand je parle en anglais, ça va pas. Quand je parle en français, ça va pas. Ah, moi j'adore quand tu parles espagnol. C'est tout ce que je te demande. Il n'y a pas longtemps, pour des raisons professionnelles, j'ai re-regardé un 20 minutes avec de Romain, Ouais, celui sur Audemars Piguet avec François-Henri. ouais. Et j'adore cette réplique où à un moment il parle d'une petite pancarte qui est sur le bureau du CEO en anglais. Il parle, et donc il lit la pancarte et et François-Henri lui répond: j'adore quand tu parles allemand. C'est bien. Moi aussi, je vous aime. Voilà, alors 5 points. Mais me mettez pas au défi, je peux faire un autre épisode avec 100 points. Ok, bah sans nous par contre. Bah si. 100 merde. comme nous. Alors ça non. On n'est pas si proche. 5 points. Le premier que j'ai noté, c'est le fait que ce qui est important, c'est le process et c'est finalement moins la ligne d'arrivée. Et en fait, ce qui m'a plu, moi, dans la façon dont ce film est tourné, c'est de montrer la bataille interne que le personnage de Sonny joue pour se battre contre une organisation qui ne croit pas en lui ou ne croit pas en ses idées. Et en fait, il le fait avec je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve qu'il le fait hyper froidement, hyper calmement, de façon hyper méthodique, mais en ne doutant jamais. Et en fait, il dit, bon bah ok, j'ai pas eu de succès jusqu'à présent, les décisions que j'ai prises sur le basket ont pas produit les résultats que vous attendiez, mais je doute pas, je continue. Ce qui est important, c'est le process. C'est à un moment ou à un autre, il y aura un résultat. Mais ce qui est le plus important, c'est le fait que j'apprenne et que je persévère et que je ne change pas mes convictions, etc., etc. Et à ce titre, est-ce que les équipes qui l'entourent n'ont pas raison de pas avoir une confiance aveugle en lui? Parce qu'effectivement, il a connu que des échecs, et surtout, ne pas lui faire confiance tout de suite, ça lui permet de se battre pour son idée, en fait. Ça le challenge. Bien sûr. Après, il y a des traitements qui sont très arithmétiques. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte de la catégorie dans laquelle il est et on lui alloue un budget qui est proportionnel aux résultats de cette entreprise sur ce secteur. Bon, ben forcément, à un moment ou à un autre, si tu ne romps pas cette équation, tu n'y arriveras jamais. Je crois qu'il a $150 000 de budget et qu'on lui demande de signer 3 joueurs. $50 000 par joueur. De mémoire. 250 de mémoire. Et là, finalement, ils mettent 250 sur un joueur, du coup. Ah oui, peut-être. Bon, bref, vous aurez compris l'idée. Et à la fin de la fin, là où il dit je poursuis ma vision, etc., c'est qu'il dit on va pas signer 3 joueurs, on va signer un seul joueur. Et on va mettre tout notre budget dessus. Et ça fait partie du process. Ça fait partie de la nécessité de se battre contre son organisation, etc. Mais on va y revenir dans les points suivants. C'est surtout que ce que j'aime, c'est que dans ce profil-là,
Sony, c'est ça. Il se bat au point de risquer sa place. Et c'est la meilleure façon de montrer à ses équipes et de leur dire, bah, de toute façon, si je risque pas ma place et que je fais pas ça jusqu'au bout, j'ai rien à foutre ici. Et je vais dégager. Et à plusieurs reprises, il remet aussi, il y a beaucoup d'effets miroirs avec Phil Knight, du coup joué par Ben Affleck, où il lui dit, bah, en même temps, t'aurais jamais pris ces décisions quand t'as monté Nike, et Nike serait pas là si t'avais pas eu des coups de folie comme je les ai, etc. Il faut pas oublier qu'il a un lien privilégié avec Phil Knight, puisqu'ils sont potes depuis la création de la boîte. Et Phil Knight sait que ce mec est un des meilleurs experts du basketball dans le pays. Ouais. Donc, si tu veux, la compétence est là et elle est avérée. Il a une lecture de ce jeu, il connaît les agents, il connaît les avocats des joueurs, il suit le basket universitaire, il les détecte tôt, il se trompe pas sur la détection du talent, etc., etc. Donc la compétence est là. Mais il ne l'a pas encore transformé en succès business. Et le lien particulier qu'il a avec Phil Knight, c'est le seul à pouvoir monter à l'étage du dessus, à rentrer dans le bureau de Phil Knight alors qu'il n'a pas rendez-vous, à s'engueuler avec lui ouvertement sans que ça pose de problème majeur ou sans qu'il soit inquiet. Je pense que tu peux pas faire ça si tu es n'importe quel employé chez Nike. Leur lien particulier fait qu'il y a un rapport de force et de risque. Il y a un rapport de respect plutôt qui l'encourage aussi à prendre des risques. Parce qu'il sait que ce respect est là. Ce qui est parfois difficile quand tu es personne dans l'organisation, évidemment. Deuxième leçon. Alors, deuxième point, c'est de croire à son instinct. Toutes les boîtes sont pilotées uniquement par des résultats, par tu m'amènes ça, je te donne ça, tu m'amènes ça, je te donne ça. Tu m'amènes des résultats, j'augmente ton budget marketing. Tu m'amènes pas de résultats, je baisse ton budget marketing, etc., etc. Là, on a un mec qui ne suit que son instinct. Ouais. On l'a dit tout à l'heure. Le mec va aller jusqu'à dire on va faire all-in. D'ailleurs, on le voit un peu sur les séquences un peu off, quand on suit sa vie, etc. Le mec, à part bosser, bouffer, se déplacer pour aller voir des jeunes joueurs de basket, il fait même pas de sport, c'est pour ça qu'il est un peu grassouillé. Regarder des matchs de basket à la télé et aller au casino, il fait pas grand-chose d'autre. Et ce détail est intéressant. C'est un joueur. Mais c'est pas un joueur compulsif, c'est un joueur statistique. C'est un joueur de proba. Il fait des paris. Et il suit son instinct. Et malheureusement, dans beaucoup de boîtes, l'instinct n'est absolument pas valorisé. Parce que ça loge pas dans une cellule Excel. C'est pas rationnel, l'instinct. Et en même temps, ce qu'on lui demande est forcément instinctif. Parce qu'on lui donne pas le budget pour acheter des joueurs qui ont déjà fait leurs preuves et qui sont déjà au top niveau. Oui, et puis aller signer un joueur qui n'a plus rien à prouver, t'as pas besoin d'un mec compétent pour ça. C'est juste une histoire de montant sur un chèque. Donc tu peux envoyer n'importe lequel des gogoles. Si le montant est bon et que tu cèdes à tous les caprices, tu signes le mec. Forcément, tu signes le mec. Et ce juste milieu, il est difficile à trouver. C'est pour ça que je disais que c'est important d'avoir des équipes qui te challenge. Parce que si tu te bases que sur ton instinct, c'est quand même bien de sortir un petit peu de ta tête et d'avoir une autre réalité, d'autres personnes qui confrontent et qui challengent cet instinct-là. Moi, je trouve ce parallèle intéressant avec notre métier chez Influx. On signe des talents. Et on signe des talents qui ne sont pas toujours encore révélés. On a des éléments factuels à notre disposition. On a un processus aussi de sélection qui nous est propre et des équipes de scouting, de détection, etc. etc. Mais on a aussi notre instinct. Et c'est pas toujours rationnel. Non. Et ça donne lieu à des discussions entre nous. Bon, ça oui, ça non, etc. etc. Mais si on arrête d'être dans une organisation qui suit aussi son instinct, et pas que de la data, on est dans une organisation qui devient mécanique. Donc on est dans une organisation qui n'est pas très créative, qui ne fait pas émerger de la nouveauté, qui n'enfante pas de nouvelles stars. Parce que Jordan doit autant à Nike que Nike doit à Jordan. Bien sûr. Et donc je pense que c'est un élément important. Comme ça, vous avez l'air très passionné, je vais passer au troisième point. Attends, nous, pour une fois que tu parles, on t'écoute. De fou. Le troisième point, c'est de faire confiance en ses employés. Et en fait, moi, une des séquences que j'ai adorées, c'est quand Phil Knight lui dit « Tu veux mettre tout le budget sur un seul joueur, puisque je ne veux pas te donner plus d'argent. » Donc, en fait, le mec va d'abord demander plus d'argent
On lui en donne pas, parce qu'il dit je ne saurais pas le justifier auprès du conseil d'administration. Ok. Donc le mec dit je vais être malin, je vais prendre tout ton budget, je vais le mettre sur un seul joueur, parce que je pense que c'est ça la conviction. Phil Knight lui dit non, je t'interdis de faire ça. Il le fait quand même. Phil Knight lui interdit d'aller rencontrer la famille de Jordan. Il le fait quand même. Donc il désobéit. Donc là, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut suivre son instinct, etc. Mais surtout, on ne voit à aucun moment Phil Knight le sanctionner. Il l'engueule, il lui dit c'est pas ce que je t'avais demandé de faire, etc. etc. Ouais. Mais il observe aussi les résultats, ses progrès, son abnégation. Et il se dit, mais si mon meilleur expert basket désobéit à ce point et suit cette piste-là, c'est comme un chien truffier. C'est qu'à un moment, il va bien y avoir une truffe quelque part. C'est ce que disait Romain tout à l'heure, le fait qu'il montre qu'il est prêt à risquer sa place parce qu'il croit vraiment en son idée. Je trouve que c'est difficile de dire non quand tu vois quelqu'un se mettre autant à genoux pour réaliser quelque chose. Et c'est ce qui, je trouve, est le plus difficile à trouver chez des collaborateurs. Moi, j'aime bien ce côté... Moi, je pense que c'est plus dur à trouver chez des managers. Des managers qui sont capables de laisser des gens suivre leur instinct, même quand ils savent qu'ils vont se planter, ou qui sont prêts à avoir tort en disant « je pense que tu vas te planter, donne-moi tort », il n'y en a pas beaucoup. Mais je pense que c'est plus rare à trouver chez des managers que chez des collaborateurs. Je crois que le problème chez les managers, c'est qu'ils considèrent que parce qu'ils sont au-dessus dans la hiérarchie, c'est à eux d'avoir les bonnes idées, en fait. Et c'est à eux de plus driver qu'autre chose. J'ai l'impression que la plupart des managers, c'est ça. Ce que je voulais dire dans le côté collaborateur, c'est la prise de risque. Justement, parce qu'il y a un manager dans l'équation, les collaborateurs ont souvent tendance à soit suivre uniquement ce que dit le manager, soit aller demander à chaque fois conseil, etc. Et pour l'avoir vécu tout juste une ou deux fois, parce que j'ai un parcours encore tout récent là-dessus, moi, j'attends cette prise de risque et ce côté, on ose, ne serait-ce que sur la chaîne YouTube. Très récemment, il y a une personne qui m'a envoyé, que je connaissais pas du tout, une personne qui regardait les contenus, qui m'a envoyé des contenus à l'arrache à minuit, après un live sur des contenus que j'avais fait, sans que je lui demande quoi que ce soit. Ils étaient top pour être publiés, etc. Moi, j'adore cette prise de risque-là, sur je te demande rien, tu délivres, tu oses, t'avances. Et j'aime bien le truc de, tiens, je te donne les clés, on est censé démarrer mercredi. Et puis en fait, tu me dis rien du tout et tu testes des trucs déjà la veille ou l'initiative. Moi, j'aime beaucoup discuter des datas, mais ça va vite. Ça prend quelques minutes dans un meeting. On a fait un meeting avec un collaborateur interne il n'y a pas très longtemps ensemble. Le mec qui démarre pas par la data, c'est compliqué. Pourquoi je veux démarrer par la data ? Parce que c'est factuel. Et il n'y a pas beaucoup de débats à avoir sur la data disponible. Et il y en a. Après, on peut parler des convictions. Une fois qu'on a posé la data. Et c'est ça que j'aime bien. J'aime bien écouter les gens sur leurs convictions et écouter à quel point ils sont capables de s'engager, de se responsabiliser face à leurs convictions. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui se mettent en danger face à leurs convictions. Ils disent, j'ai tellement confiance en cette idée que je vais prendre le risque de faire ça. Ok, alors le risque, c'est quoi ? Comment on va gérer ce risque ? Les datas nous disent ça. Ta conviction nous dit ça. C'est un peu orthogonal. Donc à un moment, il faut prendre le risque d'aller dans une autre direction. À quel point tu prends ce risque ? Ça va être quoi le critère de succès ? À quel timing ? Est-ce que c'est maintenant, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 8 mois, dans 1 an, dans 3 ans ? Comment on mesure ça ? Moi, je veux bien écouter ta conviction, mais comment on mesure ça ? Okay ? Et qu'est-ce qui se passe si on est 30% en dessous de l'objectif, à l'objectif, ou 30% au-dessus de l'objectif ? C'est souvent les conversations que j'ai pour les gens qui ont des convictions. Ça fait dégonfler les fausses convictions et ça enthousiasme encore plus les véritables convictions. Et c'est intéressant. Parce que c'est très facile de dire écoutez vos employés, employer des gens compétents avec des convictions, etc. etc. Évidemment qu'on veut tous engager des gens compétents avec des convictions. On rêve pas d'engager des gens complètement incompétents avec aucune forme de conviction qui ressemble à des mollusques. Mais non, c'est certain. Mais pour autant, il y a beaucoup de gens qui ont des convictions qui ne s'appuient pas sur des compétences. Ouais. Et en fait, ce qui est dur à trouver, c'est des gens qui ont des convictions appuyées sur des compétences. Moi, j'ai aucun problème avec les gens qui ont des convictions dès lors qu'elles s'appuient sur des compétences. Ce qui est dangereux, c'est des gens qui ont des convictions gratuites. D'ailleurs, elles sont souvent changeantes. Leurs convictions sont à géométrie variable. En fonction du résultat. Et donc là-dessus, il faut toujours se donner du temps. Dire, ok, est-ce que tu reviens toujours avec la même conviction ?
Moi, j'aime bien challenger les gens avec la méthode dont je parlais tout à l'heure. Dire ok, on va faire un exercice de projection ensemble. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la conséquence d'un échec? Ok, bah tu vas te faire virer, d'accord, ok, très bien. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ok, on est d'accord avec ça, machin, etc. Reviens dans une semaine, on affine le plan. Si la semaine d'après, il a changé de conviction, ça sent pas très bon. S'il insiste, il a affiné, il a revu ses ratios, etc., c'est plus intéressant. Mais je pense qu'il faut qu'on écoute plus les convictions dans les organisations de façon générale. 4e avant-dernier point. Vert déjà. La notion de disruption est très très importante dans une industrie. Et c'est ce qu'on voit dans le film au moment où ils choisissent de ne pas imiter leurs compétiteurs en faisant le même produit que les autres, mais en fabriquant une chaussure qui est intégralement pensée sur la personnalité de Michael Jordan. Mhm. À un tel point qu'ils ne vont même pas respecter les prérequis de la ligue de basket en mettant... À cette époque, la ligue de basket impose qu'on joue avec des chaussures qui sont majoritairement blanches. Et après, c'est moi qui spoil. C'est une histoire connue. C'est une histoire assez connue en fait. Et donc, Bah, je trouvais pas. Dans le film, je savais pas. Et ce donc, Nike va dire non, ça va pas. C'est pas la personnalité de Michael Jordan. Il va falloir qu'on fasse un produit qui ait plus de personnalité, plus de couleurs, plus de ceci, plus de cela. À cette époque, Jordan, on sait tous que Jordan va aller chez les Bulls. Donc, les Bulls jouent en rouge, donc ils font une chaussure avec du rouge, etc., etc. Et ils décident de payer les amendes de la ligue. Nike, en disant c'est trop important. Tu vas payer, je crois que c'était quoi, $5 000 $5 000, ouais. par match joué, sachant que Phil Knight était pas au courant. en basket, en NBA, tu joues quand même beaucoup de matchs à l'année. Et le jour du pitch, Phil Knight arrive, la famille arrive, etc., etc. Et ils annoncent, ils montrent la chaussure. Les mecs disent mais attendez, est-ce que la ligue va valider ce truc? On sait tous qu'ils vont pas valider ce produit. Il est trop beau, hein, mais ils vont jamais le valider. Et ils disent non mais on va payer les amendes. Ça, c'est une idée de génie. Et ça, c'est une véritable disruption. Au-delà de concevoir un produit qui ne correspond pas du tout aux standards de l'époque. J'adore ce que dit le designer de la chaussure à ce moment-là. Il dit, est-ce que quand vous regardez un match, vous regardez les chaussures des joueurs? Et personne. D'imaginer sur tout le terrain, voir que des chaussures blanches, et un seul gars qui a des chaussures majoritairement rouges, évidemment que ça devient un phénomène et que tu vas regarder ces chaussures et que ça va devenir iconique. Et il y a un truc dont il parle pas, ça m'a surpris, c'est qu'à l'époque, quand la Ligue a voulu interdire Jordan de porter ces chaussures-là, ils ont fait une pub Nike en disant la chaussure que la NBA veut interdire. Sans vraiment dire que c'était par rapport à la couleur. Ça peut être plein de trucs, ça peut être la performance. Ça peut être le fait que, putain, ces chaussures-là, elles te Ça laisse place à rendent l'imagination. surhumain sur un Ouais. terrain de basket. Ça, c'était exceptionnel. Et puis ils vont la décliner ensuite, pour les connaisseurs, hein, mais ils vont décliner le sujet en allant par provocation jusqu'à mettre de la couleur sur la semelle. Pour qu'il y ait vraiment de la couleur partout et que ça soit une paire qui est véritablement, on va dire, provocatrice vis-à-vis des statu quo, des règles de l'époque, etc. Alors qu'à l'époque, toutes les autres marques leaders, Adidas, Converse et les autres, se conforment parfaitement et ne font pas de vagues vis-à-vis de la ligue. Et ça, je trouve que c'est hyper important quand tu conçois ton produit, de ne pas être conformiste dans ta catégorie à tout prix. Évidemment qu'il ne faut pas faire des produits qui ne répondent à aucun besoin, sous prétexte qu'ils sont innovants, etc. La frontière est fine entre l'innovation, la disruption et l'inutilité. Donc il faut rester utile, il faut rester remarquable. Mais il faut aussi s'extraire des habitudes conventionnelles, parce que c'est une des façons de se faire remarquer quand tu as moins de moyens que les autres. Bien sûr. Et le produit devient de la communication lui-même. Donc tu n'as pas besoin d'un budget de communication quand ton produit devient un élément de communication. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et puis sur le modèle lui-même, c'est-à-dire que on ne le dit pas assez, mais la meilleure négociatrice de ce film, c'est la mère de Michael Jordan. Elle est exceptionnelle. Elle est trop forte. Elle est trop forte. Et d'ailleurs, tu veux en parler ou pas là? Ouais, vas-y. D'ailleurs, il y a une phrase qui est exceptionnelle. Pour le coup, c'est pas un spoil parce que c'est dans la bande-annonce. Il y a un moment où elle dit « Une chaussure, ce n'est qu'une chaussure, jusqu'à ce que mon fils la porte. » Ouais. J'ai cherché, elle a vraiment dit ça. Ah ouais? Ouais. Incroyable. Je pensais que c'était écrit pour le film, mais elle C'est a vraiment dit ça. fou.
Et ça montre à quel point elle a confiance en son fils et en les capacités de son fils. Et en même temps, elle ne va pas céder aux sirènes et à la facilité de l'époque, puisque on ne l'a pas assez dit depuis le début, mais Michael Jordan, depuis le début, ne veut pas C'est vrai. signer avec Nike et refuse de rencontrer Nike, qui passe pour des bouseux à Portland. Ils ne sont pas côte-est comme tout le monde, Et ce qu'il où voit, le c'est business que, a lieu, où les avocats sont, où les autres marques sont installées. ce qu'il voit, c'est que les plus grands basketteurs de l'époque sont soit chez Converse, soit chez Adidas. Exactement. Donc lui, par effet de comparaison, oui, effectivement, je pense que Nike est pas hyper reluisant. Mais ce qui était intéressant dans la négo aussi, c'est de se dire si je vais chez les autres, je ne serai pas le numéro 1. Ouais. Et ça, je pense que c'est aussi un élément de disruption et Tu peux de pas se être mettre traité à comme la part. star. Et là où tu hallucines, c'est que tu te dis de base, ils se battaient pour un contrat à 250 000 balles. Quand tu sais que, je sais pas si c'était juste l'année d'après ou autre, ça représente à peu près 400 millions juste pour Michael Jordan par an. Par an, tu te dis putain. Et le génie de sa mère, c'est de dire que au moment du closing du deal, elle appelle pour dire nous allons travailler avec vous. On va refaire un petit retour en arrière sur le 5e point juste avant, mais nous allons travailler avec vous. Mais on va prendre les 250 000 $. Nous voulons être payés sur le nombre de paires vendues qui portent le nom Jordan. Donc on veut un pourcentage. Donc elle amène dans cette industrie un nouveau modèle de rémunération qui sont les royalties sur les ventes. D'ailleurs, il flippe à ce moment-là, Nike, parce qu'il pense défoncer le marché en faisant un truc que personne n'a fait. Et vous allez payer une Mercedes à Ouais, mon oui. fils, puisque depuis le début, c'est une de ses exigences. Et ils n'en ont absolument pas reparlé C'est vrai. pendant les négociations. Et elle te le rajoute comme un élément évidemment évident, puisque les compétiteurs avaient proposé d'offrir une Mais elle voiture. le fait bien, à je leur crois que fils. c'était pas Day One, etc. Je crois qu'ils le font un peu après pour que ça Et passe. c'est la meilleure négociatrice qu'on ait jamais vue. Elle est trop forte. On le veut Elle- bien dans les équipes. Elle est visionnaire. Alors, elle est peut-être un peu âgée maintenant, Ouais, mais je pense aussi. mais Puis je suis pas son fils, quoi, donc c'est pas pareil. non, non, non. J'ai pas ça, les c'est- compétences de son c'est fils, certain, surtout. c'est certain. Ouais, non. Parce que je crois que Jordan, tu m'arrêtes si je me trompe, il est pas monégasque. Non. Et lui, il joue au basket, c'est ça hein Ouais. Ouais, moi non. Ok. T'as été surpris quand il a signé chez Nike dans le film? Et 5e et dernier point, c'est évidemment, on en a déjà parlé sous d'autres angles, dans d'autres épisodes, etc. Mais c'est le storytelling. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est moins le storytelling sur le marketing que le storytelling dans le processus de vente. Je m'explique. À un moment, la mère de Jordan dit, quand elle reçoit Sonny qui vient les visiter chez eux sans rendez-vous, qui vient au culot, il va frapper à leur porte, il dégote leur adresse et il va les voir. Parce qu'il sait très bien qu'ils ne veulent pas rencontrer Nike et que Michael Jordan ne veut pas rencontrer Nike. Donc s'il attend dans son bureau j'allais dire envoyer des emails, mais non, pas à l'époque, à appeler, à attendre qu'ils acceptent de venir les voir, il ne serait jamais venu. Donc il décide d'y aller lui-même, donc de s'impliquer et d'aller rencontrer la mère. Et il y a une séquence extraordinaire, c'est quand il raconte comment ils vont être reçus par les compétiteurs. Ouais. Voilà comment le meeting va se passer chez Adidas. Voilà comment le meeting va se passer chez Converse. Voilà, posez-leur cette question. Chez Adidas, par exemple, posez-leur la question de qui dirige l'entreprise. Il y a une crise de gouvernance, le fondateur est mort, ils pensent qu'ils sont 4 à diriger la boîte, ils commencent à s'engueuler pendant le meeting, etc., etc. Il va même jusqu'à leur dire, voilà, lui, il sera habillé comme ça, Il aura les cheveux gominés. Avec la petite Rolex. etc., etc. Donc, il connaît sa compétition par cœur et il sait en faire un storytelling clair. Mm. Et ça va être un point de bascule évident pour la mère de Jordan qui va dire ce mec connaît son industrie et connaît ses compétiteurs. Il m'a pas bullshité. Tout ce qu'il m'a dit, c'est avéré juste. D'ailleurs, ils vont voir Adidas en premier, ensuite Converse, et enfin, ils viennent voir Nike. Mais quand elle décide d'aller voir Nike, elle sait déjà qu'elle va signer avec Nike. Parce que tout ce que lui a dit son vendeur, le Sonny de chez Nike, a eu lieu. Donc elle a déjà la preuve que ce mec est motivé, connaît sa compétition, connaît son marché, connaît ses concurrents. Donc il est compétent. Et elle veut quoi? Elle veut que son fils signe avec des gens compétents, pas avec des gens puissants. Ouais, et puis ce que Nike lui vend, c'est pas de la data, c'est pas de l'argent, c'est de l'image de marque. Ce qu'ils lui vendent à ce moment-là, c'est le fait que de lui faire une chaussure personnalisée, sur mesure, qui va s'appeler Air Jordan. C'est-à-dire, si tu veux devenir une légende du sport, c'était évident qu'il fallait signer avec Nike. Et on parle pas assez de l'agent ou l'avocat de Jordan de l'époque qui lui essaye d'interférer dans la relation entre Michael Jordan et Nike et de tout faire pour que ça n'ait pas lieu.
parce que Nike est pas sexy, parce que il se fout de la gueule ouvertement de Nike, etc., etc. À la fin de la fin, quelques années plus tard, aujourd'hui, Converse est racheté par Nike. Ouais. Adidas est à peu près epsilon à l'échelle du marché mondial, ultra dépendant de La Yeezy. de la marque Yeezy, Qui vont plus trop vendre. qui vont plus trop vendre vu... Après, ça collait à leur histoire. Hein. C'est vrai que c'est très C'est très vrai. conforme. C'est quand même J'avais pas pensé, c'est vrai. un retour de. D'ailleurs, il se dit en ce moment qu'ils sont capables de refaire appel à lui. Ouais. Déjà, ils vont revendre les stocks qu'ils avaient suspendus. Hein. Ouais. Pour lui dessiner quelques paires, etc. Tellement ils vont mal. Et comment un acteur petit, pas à la mode, enfermé dans la niche du running, qui n'excitait pas les foules, est devenu l'acteur prédominant. Alors, il y a eu Jordan, mais ensuite, ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu une culture d'entreprise que de prendre des risques et de lire l'époque. Ils ont aussi extrêmement bien interprété, juste après, la culture hip-hop et la culture de la rue. Ils ont accepté que leurs produits de sport soient détournés et portés au quotidien par des gens qui ne faisaient pas de sport, mais plutôt des artistes, etc., etc. Et en fait, on comprend à quel point et pourquoi cette entreprise était aussi amie avec Apple. Ouais. Je rappelle que Steve Jobs était dans le board de Nike, Et ils avaient lancé, comment ça s'appelait ce bracelet le connecté? Fuel Band. Le Fuel Ouais. Band. Et Nike était dans le board de Apple. Donc, on voit des entreprises qui ont beaucoup de traits communs. Ouais. Bouleverser les statu quo, ne pas se comporter comme la compétition, avoir des réflexes de communication qui vont aux antipodes de ce que les autres font, faire en sorte que tes produits soient... des gens s'emparent de tes produits pour en faire autre chose que ce que tu avais imaginé au début, et c'est pas grave. C'est même plutôt une opportunité de voir finalement des paires qui ont été conçues pour de la performance sportive au pied de mecs qui font de la danse dans la rue Ou un podcast. dans une catégorie de musique qui n'existe pas à l'époque. C'est vrai. Parce Puis que- mettre des Jordan à des gens qui n'ont jamais fait de basket. Ouais, aussi. Hein. Le hip-hop à l'époque, J'en ai fait 2 ans. c'est pas grand-chose. Et cette catégorie musicale n'est pas aussi reine qu'aujourd'hui. Ouais. Elle est limite pas fréquentable, etc., etc. Et donc, voilà, ce film est plein de leçons. Et ils ont un vrai slogan. Juste fais-le. Et je crois que c'est ce qui m'a le plus plu dans le film. C'est le rôle du fondateur, Phil Knight. Il dit plusieurs fois un truc que j'ai trouvé hyper impactant. Quand il aime pas trop une idée, souvent créative, ça relève tout le temps du branding. Par exemple, le nom Nike, le slogan Just Do It, le nom Air Jordan. À chaque fois, il dit « je m'y ferai ». Et j'ai trouvé que c'était une vraie leçon. Parce qu'il sait que sa compétence n'est pas dans la créativité. Elle n'est pas dans le branding, elle est dans l'entrepreneuriat. Et plutôt que de juste se fier à sa première impression et dire « j'aime pas ce truc-là », il dit « bon, je te fais confiance, je m'y ferai probablement ». Et à chaque fois, ça s'est révélé être une plutôt bonne idée. Il est lucide. Moi, je le fais juste par flemme, hein, les gars. Oui, on a compris, t'inquiète. Je vous laisse faire. Oui, je m'adapterai. On a compris. Bah, c'était trop cool. On vous conseille le film, qui est très intéressant. Encore une fois, vous avez le lien pour Oui, Amazon le lien Prime dans la Prime. description. Hein. N'hésitez pas. Si Exactement. on peut faire 400 millions par mois, moi je dis oui. Est-ce qu'on a le même pourcentage sur les liens que Jordan sur les Jordan ou Non, pas beaucoup moins. Ok, d'accord. Merci les gars. Merci Manuel. Avec plaisir. La bise.